Il voulait juste nourrir sa fille, mais sa demande a réveillé un passé que cette femme croyait enterré pour toujours. Cette histoire bouleversante montre comment un simple geste peut faire renaître l'amour, la famille et l'espoir, là où il ne restait plus rien. Avant de commencer, dis-nous dans les commentaires ci-dessous où tu as vu la vidéo et ce que nos histoires t'ont fait ressentir. Et si tu as aimé ces histoires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, bonne découverte. Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre en ce moment? La pluie d'automne tombait depuis 3 jours sans discontinuer dans le centre Val-de-Loire, transformant les trottoirs immaculés du quartier chic en miroirs qui reflétaient la lueur dorée des lampadaires. Julien Moreau se tenait devant le portail en fer forgé du 847 Magnolia Drive. Sa fille de 6 ans, Elodie, frissonnait dans ses bras, malgré la veste usée qu'il avait enroulée autour de son petit corps. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il fixait l'imposante maison géorgienne devant eux. La pelouse parfaitement entretenue s'étendait comme un tapis vert, même en novembre, et une lumière chaude se déversait par toutes les fenêtres, promettant le confort et la sécurité qui étaient devenus des concepts étrangers dans leur monde. « Papa, j'ai vraiment faim », murmura Elodie, sa voix à peine audible sous le crépitement de la pluie. Ses grands yeux bruns, qui ressemblaient tant à ceux de sa mère, le regardaient avec une confiance totale qui lui serrait le cœur. « Je sais, ma chérie, donne juste une minute à papa. » Julien Moreau marchait dans le quartier depuis des heures, à la recherche d'un boulot. N'importe quel boulot. Son job dans le bâtiment avait pris fin 6 semaines plus tôt lorsque l'entreprise avait fait faillite et ses économies s'étaient évaporées plus vite que la rosée du matin. La banque alimentaire était fermée aujourd'hui et les 3 derniers dollars qu'il leur restait avaient servi à acheter un petit carton de lait pour Elodie ce matin-là. Il avait déjà frappé à 12 portes. Certaines personnes avaient été gentilles, mais avaient dit qu'elles n'avaient pas de travail. D'autres avaient jeté un coup d'œil à son jeans taché de peinture et à son visage fatigué et avaient fermé la porte sans un mot. Mais cette maison était différente. Quelqu'un qui vivait ici avait clairement les moyens. Et peut-être, juste peut-être, avait-il aussi un cœur généreux. Prenant une profonde inspiration qui lui donna l'impression d'avaler sa fierté, Julien Moreau s'approcha de la porte d'entrée. Le heurtoir en laiton avait la forme d'une tête de lion, et chaque coup résonnait d'un son qui semblait se moquer de son désespoir. Des pas s'approchèrent de l'intérieur, mesurés et élégants. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon parfait, et elle portait un pull en cachemire couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ce que Julien Moreau gagnait en un mois. Ses yeux verts étaient perçants et intelligents, du genre qui semblait tout voir d'un seul coup. C'était Claire Duval, même si Julien Moreau ne connaissait pas encore son nom. Ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui vivait clairement dans un autre monde que le sien. « Je peux t'aider » demanda Claire, d'une voix cultivée avec un léger accent de Boston. Julien Moreau avait la gorge sèche. « Madame, je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais il passa Elodie dans son autre bras, sentant son petit corps trembler. Je me demandais si vous aviez des travaux de jardinage à faire. Je pourrais nettoyer vos parterres, ratisser les feuilles, tailler les haies. J'ai mes propres outils dans mon camion. » Il fit un geste vers la camionnette Ford cabossée garée au bord du trottoir. « Je ne demande pas la charité, juste un travail honnête. Si vous pouviez me payer avec peut-être un repas chaud pour ma fille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une confession. Julien Moreau observa le visage de Claire et vit quelque chose passer sur ses traits. De la surprise, de la reconnaissance, quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Claire resta figée dans l'embrasure de la porte, la main agrippée à la poignée en laiton si fort que ses jointures blanchissaient. Pendant un moment qui lui a semblé une éternité, elle a juste regardé l'homme et l'enfant devant elle. Et Julien Moreau s'est préparé à un nouveau refus. Mais quelque chose dans la petite voix d'Elodie a traversé la nuit de novembre comme une prière. « S'il vous plaît, madame, papa est vraiment bon pour réparer les choses. » Julien Moreau, 28 ans, n'avait pas toujours été l'homme désespéré qui se tenait sous la pluie. Il y a 8 mois auparavant, il menait ce qui semblait être le rêve américain dans un modeste appartement de 2 chambres à Reims, travaillant régulièrement dans le bâtiment et économisant pour l'avenir d'Elodie. Mais la vie a le don de démêler même les fils les plus solides. Tout a commencé avec le diagnostic de Sophie. Sa femme, depuis 7 ans, se plaignait de maux de tête. Rien de plus. Juste le stress lié à l'entrée d'Elodie à la maternelle, disait-elle, en riant même alors qu'elle appuyait ses paumes contre ses tempes. Lorsque les médecins ont découvert la tumeur au cerveau, elle était déjà au stade 4. Sophie s'est battue pendant 3 mois avec un courage qui coupe encore le souffle à Julien Moreau. Elle lui avait fait promettre, durant ces dernières semaines, qu'il ne laisserait jamais Elodie oublier à quel point sa mère l'aimait, qu'il trouverait toujours un moyen d'offrir à leur fille la vie qu'elle méritait. Les frais médicaux étaient écrasants, même avec l'assurance. Julien Moreau avait contracté un 2e emprunt immobilier, mis en gage son camion et vidé tous ses comptes d'épargne.
Il avait vendu les alliances de Sophie, la seule chose qu'elle lui avait demandé de garder, juste pour payer sa dernière série de traitements. Sophie est morte un mardi de mars, tenant la main de Julien Moreau, tandis qu'Élodie dormait dans le fauteuil de l'hôpital à côté de son lit. Le chagrin avait frappé Julien Moreau comme un coup physique, le laissant incapable de travailler pendant des semaines. Son contremaître, Michel Dupuis, pas le célèbre, mais un homme de 60 ans aux mains tannées et au cœur généreux, avait gardé la place de Julien Moreau aussi longtemps qu'il avait pu. Mais quand Julien Moreau est finalement revenu, le brouillard du chagrin le rendait maladroit, distrait. Il était tombé d'un échafaudage, rien de grave, mais cela a effrayé la compagnie d'assurance. Puis Dupuis Construction a mis la clé sous la porte en septembre. 27 ans d'activité, partis en fumée du jour au lendemain lorsque leur plus gros client a cessé de payer ses factures. Julien Moreau avait postulé partout, d'autres entreprises de construction, des entrepôts, des restaurants, des épiceries. Mais Reims avait été durement touché par la récession et les emplois se faisaient rares. Son camion avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas se permettre, ce qui rendait encore plus difficile de se rendre aux entretiens d'embauche. Élodie avait besoin de nouvelles chaussures, de vêtements d'hiver et de fournitures scolaires. L'avis d'expulsion était arrivé 3 semaines auparavant. Julien Moreau avait ravalé sa fierté et appelé les parents de Sophie en Californie, mais il lui avait clairement fait comprendre il y a des années qu'il n'avait jamais approuvé le mariage de leur fille avec un ouvrier sans avenir. Ils avaient raccroché avant qu'il ait pu leur parler d'Élodie. Élodie. Ses propres parents étaient morts dans un accident de voiture quand il avait 22 ans. La sœur de Sophie vivait à Phoenix avec ses 4 enfants et son mari, qui avait été licencié 2 fois au cours de l'année écoulée. Julien Moreau avait donc chargé toutes leurs affaires dans son camion et pris la route vers le nord, dans l'espoir de trouver du travail dans les petites villes du centre Val-de-Loire, où la concurrence était peut-être moins rude. Ils avaient passé 5 nuits à dormir dans le camion. Élodie était recroquevillée sur le siège passager, tandis que Julien Moreau somnolait derrière le volant. Ce soir-là, garé derrière une station-service fermée, Élodie avait levé les yeux vers lui avec ses yeux bruns pleins de confiance et lui avait dit « Papa, j'ai très mal au ventre ». C'est à ce moment-là que Julien Moreau avait traversé les rues sinueuses du centre Val-de-Loire, passant devant des maisons qui semblaient tout droit sorties d'un magazine, et avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Il mendirait s'il le fallait pour Élodie. Il mendirait. Debout devant la porte de Claire Duval, sa fille tremblant dans ses bras, Julien Moreau sentait le poids de tous les choix qu'il avait conduits à ce moment. C'était un homme qui avait construit des maisons de ses mains nues, qui n'avait jamais rien demandé à personne qu'il n'avait pas gagné. Mais l'amour fait de nous tous des mendiants. « S'il vous plaît », murmura-t-il, le mot arrachant sa poitrine. Elle n'a que 6 ans. Claire Duval avait construit autour de son cœur des murs plus hauts et plus solides que ceux qui entouraient son domaine du centre Val-de-Loire. Pendant 23 ans, elle avait perfectionné l'art de la compassion contrôlée, signant des chèques à des associations caritatives, assistant à des galas de collecte de fonds, soutenant des causes à distance, là où les émotions ne pouvaient l'atteindre. Mais debout sur le pas de sa porte, en regardant ce père désespéré et sa fille frissonnante, toutes les barrières qu'elle avait soigneusement érigées commencèrent à se fissurer. Ce furent les yeux de l'enfant qui la firent craquer. Bruns et confiant, il rappelait à Claire une autre petite fille d'autrefois. Une petite fille dont elle avait tant essayé d'oublier le visage, mais sans jamais y parvenir. La petite voix d'Élodie qui disait « Papa est très doué pour réparer les choses », résonnait dans l'esprit de Claire comme une prière venue du passé. « Entrez », s'entendit-elle dire en s'écartant de la porte. « Entrez tous les deux, il fait trop froid pour rester dehors. » Julien Moreau hésita, visiblement surpris par l'invitation. « Madame, je ne veux pas vous déranger. J'ai juste besoin de travailler. Vous devez réchauffer cet enfant. » « Tu dois réchauffer cet enfant, » dit Claire d'une voix ferme, utilisant celle qui avait régné dans les salles de réunion pendant 3 décennies. « Entrez maintenant. » Le hall d'entrée de Claire était plus grand que tout l'appartement dont Julien Moreau et Élodie avaient été expulsés. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur le sol en marbre poli, et des tableaux à l'huile dans des cadres lourds ornaient les murs. Élodie écarquilla les yeux en découvrant cette grandeur, se rapprochant inconsciemment de son père. « Il fait plus chaud dans la cuisine, » dit Claire en les conduisant à travers une salle à manger avec une table pouvant accueillir 12 personnes. « Je suis en train de préparer du thé. » La cuisine était un chef-d'œuvre de marbre blanc et de bois de cerisier, mais elle semblait habillée plutôt que parfaite. Des casseroles en cuivre étaient suspendues à des crochets, des plantes aromatiques bordaient le rebord de la fenêtre, et l'odeur persistante de quelque chose de délicieux suggérait que Claire avait réellement cuisiné, plutôt que simplement reçu des invités. « Assieds-toi !» ordonna Claire en désignant un coin repas avec des banquettes rembourrées. Élodie grimpa à côté de son père, sa petite main encore tremblant légèrement. Claire s'affairait avec efficacité, remplissant une bouilloire
et la posant sur la cuisinière. Elle ouvrit le réfrigérateur, un énorme monument en acier inoxydable à l'abondance, et commença à en sortir des récipients. Des restes de poulet rôti, du pain frais, du beurre, de la confiture, du lait, des pommes. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle sans se retourner. La fierté de Julien Moreau lutta avec les besoins de sa fille. « Élodie a bu du lait ce matin. Et toi ?» Silence. Claire posa les assiettes sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. Elle vivait seule dans cette grande maison depuis 15 ans, depuis son divorce avec Richard Duvaltreur. Elle s'était habituée au silence, à l'ordre, à la sécurité de la solitude. Mais quelque chose chez cet homme et sa fille réveillait des souvenirs qu'elle avait enfouis si profondément qu'elle s'était presque convaincue qu'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. « Je m'appelle Claire Duval », dit-elle en coupant le pain avec des gestes rapides et précis. « Et vous êtes ?»« Julien Moreau. Voici ma fille, Élodie. »« Élodie », répéta Claire, le nom restant coincé dans sa gorge. « C'est un beau prénom. » Elle prépara des sandwichs avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà été mère, ajoutant un peu plus de poulet dans les deux, les coupant en triangles comme les enfants aiment. Elle versa du lait dans un verre décoré de personnages de dessins animés, un vestige d'une autre vie qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Quand elle posa la nourriture devant eux, Élodie leva les yeux vers son père pour lui demander la permission. « Vas-y, ma chérie », dit Julien Moreau d'une voix douce, pleine d'émotion. Élodie mangea avec l'intensité concentrée de ceux qui ont vraiment faim, tandis que Julien Moreau se forçait à prendre de plus petites bouchées, voulant clairement en garder le plus possible pour sa fille. Claire les regardait et sentit quelque chose de longtemps gelé commencer à fondre dans sa poitrine. Élodie avait le même âge qu'aurait eu sa fille Emma quand... Non, elle ne voulait pas y penser. Pas ce soir. Le jardin a besoin d'être entretenu, dit soudain Claire, faisant lever les yeux à Julien Moreau, surpris. Les préparatifs pour l'hiver. Il faut nettoyer les parterres de fleurs, ramasser les feuilles mortes et tailler les haies avant que la neige n'arrive. C'est un gros travail, ça prendrait plusieurs jours. Julien Moreau posa son sandwich. « Madame, j'apprécie votre gentillesse, mais je pensais vraiment ce que j'ai dit. Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Claire. « Je paye mon jardinier 300 $ par semaine pendant la saison, mais il a pris sa retraite le mois dernier et je n'ai pas encore trouvé de remplaçant. » C'était en partie vrai. Harold avait pris sa retraite, mais Claire avait prévu de s'occuper elle-même des préparatifs pour l'hiver. Élodie finit son sandwich et leva les yeux vers Claire avec ses yeux bruns ravageurs. « Merci pour le repas, mademoiselle Claire. C'était vraiment bon, Melle Claire. Personne ne l'avait appelé comme ça depuis 23 ans. »« Je t'en prie, Élodie, » parvint à dire Claire, la voix plus ferme que ses mains. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais dans la cuisine de Claire, quelque chose de plus chaud que la lumière du plafond commençait à briller. L'aube se leva, grise et pluvieuse, sur le centre Val-de-Loire, alors que Julien Moreau garait son camion dans l'allée circulaire de Claire. Il avait passé la nuit sur le parking d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Élodie s'était recroquevillée sur le siège passager sous sa veste de chantier pendant qu'il somnolait par intermittence au volant. Claire avait insisté pour les renvoyer chez eux avec suffisamment de nourriture pour le petit déjeuner et le déjeuner, emballés dans des récipients qui coûtaient probablement plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Julien Moreau avait eu du mal à accepter cela, mais les besoins d'Élodie l'emportaient à chaque fois sur sa dignité. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» demanda Julien Moreau à sa fille alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. « On dit s'il te plaît et merci. On ne touche à rien qu'on ne doit pas toucher, et on travaille dur pour mériter ce que mademoiselle Claire nous donne. » Élodie acquiesça solennellement, sa petite main bien serrée dans la sienne. Elle portait sa plus belle tenue, une robe violette avec seulement une petite tache que Julien Moreau avait réussi à cacher en positionnant soigneusement sa veste. Claire ouvrit la porte avant qu'ils aient eu le temps de frapper, comme si elle les attendait. Elle portait un jean foncé et un pull vert foncé, ses cheveux argentés tirés en une simple queue de cheval qui la faisait paraître plus jeune, plus accessible que la femme élégante de la veille. « Bonjour », dit-elle d'une voix plus chaleureuse que Julien Moreau ne s'y attendait. « J'ai préparé du café et du chocolat chaud. »« Mademoiselle Claire », s'écria Élodie, avant de se reprendre et d'ajouter plus doucement. « Bonjour, madame. » Cette fois, le sourire de Claire atteignit ses yeux. « Bonjour, Élodie. Tu as bien dormi ?» Julien Moreau remarqua la légère hésitation de sa fille et intervint. « Oui, merci. Élodie a hâte de voir ton jardin. » Si Claire remarqua cette esquive prudente, elle ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, elle les conduisit à la cuisine où des tasses fumantes les attendaient sur la table du coin repas. Élodie grimpa sur le même banc que la veille, semblant déjà à l'aise dans cette grande pièce. « Je pensais commencer par le jardin derrière la maison », dit Claire en s'installant en face d'eux avec son propre café. La cabane à outils est derrière la roseraie, bien équipée. Harold a tout laissé bien rangé. Julien Moreau acquiesça en sirotant son café, le meilleur qu'il ait bu depuis des mois.
J'ai apporté mes propres outils, mais j'utiliserai ceux que tu préfères. Il y a aussi une petite aire de jeu derrière, mentionna Claire avec désinvolture en jetant un coup d'œil à Élodie. Des balançoires et un toboggan. Elle n'a pas été utilisée depuis un moment, mais elle est encore en bon état. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « Vraiment? Je peux voir, papa ?» Après avoir commencé à travailler, promit Julien Moreau. « Mademoiselle Claire nous paie pour travailler, pas pour jouer. » « En fait, dit Claire, surprenant les deux garçons, je pense qu'Élodie pourrait être mon assistante pendant que tu t'occupes des gros travaux. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à trier les outils de jardinage, peut-être aussi pour désherber un peu. Ça te plairait, Élodie ?» La petite fille sautillait presque sur sa chaise. « Oui, je suis une très bonne aide, c'est papa qui le dit. » Julien Moreau ressentit un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Madame, je ne veux pas qu'Élodie vous dérange. »« Elle ne vous dérangera pas, » dit Claire d'un ton ferme. « Et ce sera plus sûr si elle ne se promène pas pendant que vous utilisez des outils électriques. » Après le petit déjeuner, Claire les conduisit à travers des portes-fenêtres donnant sur un patio en pierre qui surplombait ce que Julien Moreau devait admettre être le plus beau jardin qu'il ait jamais vu. Même à la fin du mois de novembre, avec la plupart des fleurs fanées et les feuilles éparpillées sur la pelouse, le dessin était évident. Des parterres soigneusement aménagés qui fleuriraient successivement du printemps à l'automne. Des arbres matures offrant ombre et structure. Des allées sinueuses qui invitaient à découvrir les différentes pièces du jardin. « Sophie aurait adoré ça », murmura Julien Moreau avant de pouvoir s'en empêcher. « Sophie » demanda Claire doucement. « Ma femme, la mère d'Élodie, elle adorait les jardins. Elle disait toujours qu'elle en aurait un jour, quand on pourrait s'offrir une maison avec un jardin. » Julien Moreau eut la gorge serrée. « Elle est morte il y a 8 mois, d'un cancer. » Claire porta la main à sa gorge, un geste que Julien Moreau ne comprit pas. « Je suis vraiment désolé. » Élodie tira sur le pull de Claire. « Maman est au paradis maintenant, mais elle veille toujours sur nous. C'est papa qui me l'a dit. »« Je suis sûre qu'elle le fait, » murmura Claire, la voix étrangement étranglée. Les heures suivantes se déroulèrent dans un rythme tranquille. Julien Moreau travailla méthodiquement dans les parterres de fleurs, taillant les plantes vivaces, enlevant les plantes annuelles fanées, préparant le sol pour l'hiver. Le travail physique lui faisait du bien après des semaines d'incertitude et de stress. Pendant ce temps, Claire et Élodie travaillaient ensemble dans la remise à outils, triant et nettoyant les outils de jardinage. Julien Moreau entendait le bavardage incessant d'Élodie et les réponses patientes de Claire. La femme plus âgée expliquait l'utilité des différents outils avec la patience de quelqu'un qui aime vraiment enseigner. « Madame Claire, pourquoi avez-vous une si grande maison rien que pour vous ?» demanda Élodie lors d'une de leurs conversations qui flottaient à travers le jardin. Julien Moreau grimaça, mais la réponse de Claire fut douce. « Parfois, les gens se retrouvent avec plus d'espace qu'ils n'en ont besoin, chérie. Mais le fait que toi et ton papa soyez là rend la maison moins vide. » Au fil de l'après-midi, Julien Moreau se surprit à jeter des coups d'œil à Claire et Élodie. Il y avait quelque chose dans le regard que Claire portait sur sa fille, une tendresse qui semblait surprendre Claire elle-même, comme si elle avait oublié qu'elle était capable d'un tel sentiment. Quand Élodie découvrit enfin les jeux, son cri de joie résonna dans tout le jardin. Julien Moreau la regarda courir vers les balançoires, sa robe violette contrastant avec le ciel gris, et sentit son cœur se serrer, partagé entre le bonheur et la tristesse. Claire apparut à ses côtés, suivant son regard. « Elle est magnifique, Julien Moreau. Sophie devait être une femme remarquable. Elle l'était, » dit Julien Moreau doucement. Elle a toujours cru que les choses arrivaient pour une raison, que même les mauvais moments menaient à quelque chose de mieux. Claire resta silencieuse pendant un long moment, regardant Élodie pousser sur ses jambes pour aller plus haut sur la balançoire. Peut-être qu'elle avait raison, dit-elle finalement. Et Julien Moreau ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle ne parlait pas seulement de sa situation actuelle. Au 3e jour de travail, Élodie avait conquis le cœur de Claire d'une manière que la vieille femme n'aurait plus cru possible. La joie contagieuse de la petite fille pour les petites choses. Un papillon se posant sur sa main. La découverte d'une coccinelle dans le jardin. La façon dont le givre dessinait des motifs sur les vitres de la serre rappelait à Claire des émotions qu'elle avait enfouies depuis 23 ans. « Mademoiselle Claire, regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Élodie en courant à travers la pelouse, quelque chose dans ses petites mains. Claire posa son sécateur et s'accroupit à la hauteur d'Élodie, un geste qui était devenu aussi naturel que respirer au cours des derniers jours. « Quel trésor as-tu trouvé ?» Élodie ouvrit ses paumes pour révéler une feuille parfaitement en forme de cœur, dorée par l'automne. « C'est pour toi, dit papa. Quand tu trouves un cœur dans la nature, ça veut dire que quelqu'un pense à toi. » Claire eut la gorge serrée en acceptant la feuille. « C'est magnifique, Élodie. Merci. » Papa dit. « Maman nous envoie parfois des cœurs pour nous dire qu'elle va bien. » La voix d'Élodie était neutre, comme les enfants parlent de magie comme si c'était tout à fait logique. Peut-être que celui-ci est de sa part pour te remercier d'être gentil avec nous.
Claire dut se détourner pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. De l'autre côté du jardin, elle pouvait voir Julien Moreau travailler sur la haie, ses gestes efficaces et précis. Au cours des 3 derniers jours, elle avait appris à apprécier non seulement son éthique professionnelle, mais aussi sa gentillesse envers Élodie, la patience dont il faisait preuve lorsqu'elle le bombardait de questions, la façon dont il veillait toujours à ce qu'elle se sente en sécurité et aimée. « Élodie, je peux te dire un secret ?» demanda Claire en s'installant sur le banc en pierre à côté de la roseraie. Élodie acquiesça avec enthousiasme et grimpa à côté d'elle. « J'avais une petite fille il y a très longtemps. Elle s'appelait Emma et elle aurait eu à peu près ton âge aujourd'hui. Où est-elle » demanda Élodie avec la francité directe des enfants. La main de Claire se porta instinctivement vers le médaillon qu'elle portait autour du cou, celui qu'elle portait tous les jours depuis 23 ans. Elle est tombée très malade quand elle avait seulement 3 ans et elle est partie au ciel, comme ta maman. Élodie réfléchit à ça avec le sérieux que les enfants accordent aux choses importantes. Puis elle se rapprocha de Claire et lui prit la main. « Je parie que Emma et maman sont amies au paradis. Je parie qu'elles nous regardent en ce moment même. » Claire serra la petite main dans la sienne, étonnée du réconfort que cet enfant pouvait lui apporter. « J'aime à le croire. C'est peut-être pour ça que papa t'a trouvé, » continua Élodie, ses yeux bruns brillants d'espoir. « Peut-être qu'Emma et maman voulaient qu'on se trouve. » De l'autre côté du jardin, Julien Moreau appela. « Élodie, tu embêtes pas mademoiselle Claire avec toutes ces questions ?»« Elle ne m'embête pas du tout, » répondit Claire, surprise par la véracité de ses paroles. Les questions d'Élodie, sa curiosité sans limite et sa joie contagieuse avaient réveillé quelque chose en Claire qui était resté en sommeil pendant des décennies. Ce soir-là, après que Julien Moreau et Élodie soient partis pour une nouvelle nuit dans le logement qu'ils avaient pu trouver, Claire soupçonnait que c'était le camion. Même si Julien Moreau était trop fier pour l'admettre, Claire se surprit à parcourir sa maison vide avec un regard neuf. Le silence qui lui semblait autrefois paisible lui paraissait maintenant oppressant. L'ordre parfait qui lui apportait autrefois du réconfort lui semblait maintenant stérile. Les chambres d'amis au 2e étage, fermées et inutilisées depuis des années, semblaient résonner de possibilités. Claire ouvrit la porte de ce qui avait autrefois été la chambre d'Emma, maintenant transformée en chambre d'amis générique aux couleurs neutres et au mobilier impersonnel. Mais au fond du placard, elle trouva une boîte qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à jeter. Les peluches d'Emma, ses livres préférés, ses petits vêtements qui sentaient encore le talc pour bébé et l'innocence. Au fond de la boîte se trouvait un album photo que Claire n'avait pas ouvert depuis des années. Le premier sourire d'Emma, ses premiers pas, son premier Noël. La dernière photo montrait Emma dans un lit d'hôpital, chauve à cause de la chimiothérapie, mais réussissant quand même à sourire à l'appareil photo, sa petite main tendue vers la personne qui prenait la photo. Claire referma rapidement l'album, le cœur battant. Elle avait passé tant d'années à construire des murs pour se protéger de ce genre de douleur. Mais la présence d'Élodie, son acceptation douce des épreuves de la vie, amenait Claire à se demander s'il n'était pas temps d'arrêter de se protéger et de recommencer à vivre. Le lendemain matin, Claire attendait avec une proposition qui allait changer leur vie. Mais la présence d'Élodie, son acceptation douce des épreuves de la la présence d'Élodie, sa douce acceptation des épreuves de la vie, amenait Claire à se demander s'il n'était pas temps d'arrêter de se protéger et de recommencer à vivre. Le lendemain matin, Claire attendait avec une proposition qui allait changer leur vie à tous. « Julien Moreau », dit-elle, lorsque lui et Élodie arrivèrent pour leur 4e journée de travail. « J'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. » Elle avait passé presque toute la nuit à répéter ces mots, à douter d'elle-même, à se demander si elle était stupide ou sage. Mais en voyant le visage d'Élodie s'illuminer à la vue du terrain de jeu, en voyant la dignité tranquille de Julien Moreau, malgré sa situation désespérée, Claire savait qu'elle faisait le bon choix. « Le travail dans le jardin va prendre plus de temps que je ne le pensais au départ », commença-t-elle. La demi-vérité était plus facile à avouer que ce qu'elle ressentait vraiment au fond d'elle-même. « Et l'hiver approche. Je me demandais si vous accepteriez de rester dans la maison d'amis ?» Julien Moreau se figea, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Madame, il y a un petit appartement au-dessus du garage. Il est vide depuis des années, mais il est entièrement meublé en échange de l'entretien du terrain. Il y a toujours quelque chose à faire dans une propriété de cette taille. Vous pourriez y vivre avec Élodie. Rentrez. » Le silence s'installa entre eux, rempli à part égale de possibilités et de craintes. Élodie le rompit avec un cri de joie. « Papa, on pourrait vraiment vivre ici avec mademoiselle Claire, les balançoires et les coccinelles ?» Julien Moreau murmura à peine lorsqu'il finit par parler. « Claire, je ne peux pas accepter votre charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Claire fermement en le regardant dans les yeux. « C'est une offre d'emploi, gestionnaire de propriété, gardien, superviseur de l'entretien. Le salaire est de 40 000 € par an, plus le logement.
Elle vit à quel moment précis l'espoir se heurta à la fierté dans l'expression de Julien Moreau. Elle le vit lutter pour accepter ce qui semblait trop beau pour être vrai. D'ailleurs, ajouta Claire doucement, en jetant un coup d'œil à Élodie, qui frémissait d'excitation. Cette vieille maison est trop calme depuis trop longtemps. 2 semaines plus tard, Julien Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte de ce qui était désormais la chambre d'Élodie, regardant sa fille ranger ses quelques peluches sur un lit plus grand que tous ceux qu'elle avait jamais eus. L'appartement au-dessus du garage de Claire était modeste selon les standards du centre Val-de-Loire, mais pour eux, c'était un palace. 2 chambres, une cuisine équipée, un salon avec des fenêtres donnant sur le jardin. « Papa, regarde !» dit Élodie, en brandissant un livre que Claire lui avait donné ce matin-là. Mademoiselle Claire dit que c'était l'histoire préférée de sa petite fille. « Tu me la lis ce soir ?» Julien Moreau sentit sa gorge se serrer lorsqu'il reconnut l'exemplaire usé de Good Night Moon. « Bien sûr, ma chérie. » Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de nouvelles routines et de petits miracles. Julien Moreau s'était jeté à corps perdu dans son travail avec une gratitude qui frôlait la ferveur religieuse. Il s'était attaqué non seulement au jardin, mais aussi à tous les travaux d'entretien qu'il pouvait trouver dans la propriété de Claire. Des volets qui claquaient, des charnières qui grinçaient, une marche qui avait besoin d'être renforcée. Il s'attaquait à chaque tâche comme si sa vie en dépendait, parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Claire avait inscrit Élodie à l'école primaire locale, insistant sur le fait que l'éducation ne pouvait pas attendre et que le centre Val-de-Loire était une excellente région. Elle avait emmené Élodie faire les courses pour acheter des vêtements pour l'école, prétextant qu'elle avait besoin de compagnie et que cela ne lui dérangeait pas du tout. Julien Moreau avait essayé de protester, mais Claire avait le don de faire passer sa générosité comme si c'était elle qui rendait service. D'ailleurs, avait-elle ajouté lorsque Julien Moreau avait tenté de discuter du paiement des choses victorieuses, « À quoi sert l'argent si on ne le dépense pas pour les personnes qui comptent ?» Les personnes qui comptent. Cette phrase résonnait dans l'esprit de Julien Moreau depuis des jours. À présent, alors que le mois de novembre touchait à sa fin, Julien Moreau s'était installé dans une routine qui lui semblait presque normale. Élodie prenait le bus scolaire tous les matins au bout de l'allée de Claire, bavardant avec enthousiasme de sa nouvelle prof et des amis qu'elle se faisait. Julien Moreau travaillait dans le jardin, coordonnant avec Claire les grands projets et les préparatifs saisonniers. Et le soir, de plus en plus souvent, Claire les invitait à dîner dans la maison principale. C'était la veille de Thanksgiving et Claire avait passé la journée à préparer un festin qui semblait un peu trop pour 3 personnes. Mais quand Julien Moreau lui avait gentiment dit que c'était trop de travail, Claire avait l'air presque paniquée. « Ça fait 15 ans que je n'ai pas préparé un vrai repas de Thanksgiving », avait-elle avoué. « J'avais vraiment envie de cuisiner pour quelqu'un. » Julien Moreau s'était donc retrouvé à aider Claire dans son immense cuisine, tandis qu'Élodie était assise dans le coin repas, en train de colorier une dinde qu'elle avait dessinée à l'école et de parler de la pièce de théâtre de Thanksgiving que sa classe allait jouer la semaine suivante. « La dinde a l'air parfaite », avait dit Julien Moreau en regardant l'oiseau doré à travers la vitre du four. « J'ai peut-être un peu trop préparé », dit Claire en regardant le comptoir rempli de plats d'accompagnement. Gratin de patates douces, haricots verts, amandes, farce, sauce au canneberge, purée de pommes de terre. « C'est merveilleux », dit Julien Moreau doucement. Sophie aussi, elle se donnait à fond pour les fêtes. Elle disait que ce n'était pas pour la nourriture, c'était pour montrer son amour à travers l'abondance. Les mains de Claire s'immobilisèrent sur les assiettes qu'elle était en train de disposer. Elle avait l'air d'une femme sage. Elle l'était. Julien Moreau se plaça à côté de Claire pour l'aider à dresser la table de la salle à manger. Elle t'aurait aimé, Claire, et elle aurait adoré voir Élodie aussi heureuse. Ils travaillèrent dans un confortable silence, bercés par le fredonnement d'Élodie qui s'échappait de la cuisine. Julien Moreau se surprit à étudier le profil de Claire, remarquant des détails qu'il n'avait pas pris le temps de voir auparavant. La façon dont elle touchait inconsciemment le médaillon à son cou lorsqu'elle réfléchissait. Le doux sourire qui apparaissait chaque fois qu'Élodie riait. La manière prudente dont elle se déplaçait dans sa maison, comme si elle apprenait encore à y vivre. « Claire !» dit soudain Julien Moreau. La question qui lui trottait dans la tête depuis des jours finit par éclater. « Pourquoi tu fais tout ça ? Vraiment ?» Claire s'arrêta de lisser la nappe. Pendant un instant, Julien Moreau crut qu'elle n'allait pas répondre. Puis elle leva la main et ouvrit le médaillon qu'elle portait autour du cou, dévoilant une petite photo d'une fillette aux cheveux bruns et aux yeux immenses. « Emma !» murmura-t-elle. Elle avait 3 ans quand elle est morte, de la leucémie. C'était il y a 23 ans. Julien Moreau fixa la photo, submergé par une vague de compréhension qui l'envahit comme une vague chaude. « Oh Claire, après sa mort, après l'échec de mon mariage, je pensais en avoir fini avec l'amour, en avoir fini avec le risque de perdre quelqu'un à nouveau. » La voix de Claire était ferme, mais Julien Moreau voyait ses mains trembler légèrement. « Mais Élodie me rappelle que l'amour n'est pas quelque chose qu'on choisit d'arrêter de ressentir.
c'est quelque chose qui nous choisit. De la cuisine, on entendait la douce voix d'Élodie qui chantait une chanson qu'elle avait apprise à l'école sur la gratitude. Les deux adultes se tournèrent vers le son comme attirés par un aimant. Peut-être, continua Claire doucement. Emma et Sophie ont vraiment arrangé ça d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elles savaient qu'on avait tous besoin les uns des autres. Julien Moreau tendit la main et prit celle de Claire, sentant au plus profond de lui-même que ce geste était juste. Peut-être qu'elle le savait. Mademoiselle Claire. Papa, appela la voix d'Élodie depuis la cuisine. J'ai fini ma dinde, venez voir. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, Julien Moreau réalisa que pour la première fois depuis la mort de Sophie, il était vraiment reconnaissant. Pas seulement pour son boulot, sa maison, la nourriture sur la table, mais pour la possibilité que leur famille s'agrandisse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber, saupoudrant les jardins parfaitement entretenus de Claire et promettant l'arrivée du printemps. Décembre arriva en force dans le centre Val-de-Loire, apportant avec lui une neige qui transforma la propriété de Claire en un véritable pays des merveilles hivernales. Élodie collait son nez contre la fenêtre de la maison d'amis chaque matin, émerveillée par la façon dont les cristaux de glace dessinaient des motifs féeriques sur la vitre. « Papa, on peut faire un bonhomme de neige aujourd'hui ?» demanda-t-elle pour la 3e fois cette semaine, sautillant sur place pendant que Julien Moreau préparait le café dans leur petite cuisine. « Après l'école, ma chérie, et après avoir fini d'installer le nouveau système de sécurité de Mademoiselle Claire. » Le système de sécurité était une idée de Claire, même si elle l'avait présenté comme une mise à niveau nécessaire plutôt que ce que Julien Moreau soupçonnait réellement. Un autre moyen d'assurer leur sécurité est de lui donner un travail utile pendant les mois d'hiver. Claire avait le don de déguiser sa gentillesse sous une apparence pratique. À l'école, Élodie était devenue une sorte de célébrité parmi ses camarades de classe. Pas parce qu'elle vivait dans le domaine Whitmore, mais à cause de l'histoire qu'elle racontait à propos de Mademoiselle Claire et du jardin magique qu'elles entretenaient ensemble. Son enseignante, Madame Patterson, avait mentionné à Julien Moreau lors d'une réunion de parents d'élèves qu'Élodie dessinait souvent des fleurs, des papillons et une gentille dame Patterson avait mentionné à Julien Moreau lors d'une réunion parents-professeurs que les devoirs d'Élodie comportaient souvent des dessins de fleurs, de papillons et d'une vieille dame aimable qui ressemblait étonnamment à Claire. Elle parle de Mademoiselle Claire comme si elle faisait partie de la famille. Madame Patterson avait observé avec un sourire. « C'est merveilleux de voir une enfant aussi épanouie après ce que j'ai cru comprendre être une transition difficile. » Julien Moreau avait acquiescé, ne se faisant pas confiance pour parler. Parce que Élodie n'était pas la seule à commencer à considérer Claire comme un membre de la famille. Cet après-midi-là, alors qu'il travaillait à l'installation du système de sécurité, Julien Moreau s'était retrouvé pour la première fois dans le bureau de Claire. La pièce était élégante mais personnelle, remplie de livres reliés en cuir et de photos de famille que Julien Moreau essayait de ne pas regarder de trop près. Mais une photo sur le bureau de Claire attira son attention malgré ses efforts pour rester professionnelle. Elle montrait une Claire beaucoup plus jeune, probablement au début de la trentaine, tenant dans ses bras un enfant aux boucles brunes et aux yeux brillants. Mais ce qui coupa le souffle à Julien Moreau, c'était l'homme debout à côté d'eux, un grand blond au sourire qui semblait forcé, même sur cette photo de famille. « C'est mon ex-mari, Richard », dit Claire depuis l'embrasure de la porte, faisant sursauter Julien Moreau. Il ne l'avait pas entendu approcher. « Je suis désolé, je ne voulais pas me mêler de vos affaires. »« Ce n'est pas grave », dit Claire en entrant dans la pièce, le regard fixé sur la photo, avec une expression que Julien Moreau n'arrivait pas à déchiffrer. Elle avait été prise environ 1 an avant qu'Emma ne tombe malade. « On a l'air heureux, n'est-ce pas ?» Julien Moreau examina à nouveau la photo, remarquant la tension subtile dans les épaules de Claire, la façon dont la main de Richard reposait de manière possessive sur son bras, plutôt qu'avec amour, autour de sa taille. « Tu l'aimais ?» La question les surprit tous les deux par son caractère direct. Claire resta silencieuse pendant un long moment, époussetant une tache invisible sur son bureau. « Je pensais que oui. Richard était un bon parti, une bonne famille, d'excellentes perspectives d'avenir, exactement ce que mes parents voulaient pour moi. » La voix de Claire trahissait une lassitude qui témoignait de vieilles blessures. Mais quand Emma est tombée malade, alors que nous avions le plus besoin l'un de l'autre, il n'a pas pu le supporter. Il disait que les visites à l'hôpital étaient trop déprimantes, que la voir souffrir le rendait physiquement malade. Les mains de Julien Moreau se crispèrent involontairement. « Il t'a quitté ? Pas tout de suite. Il a attendu jusqu'après les funérailles. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour faire son deuil, mais sa façon de faire impliquait une secrétaire de 25 ans de son cabinet d'avocat. » Le rire de Claire était aigu et fragile. Le divorce fut prononcé 6 mois plus tard. Il a gardé la maison de Boston. J'ai gardé cet endroit. C'était équitable, en fait. Il a eu le bien qui allait prendre de la valeur. J'ai eu celui qui renfermait les souvenirs.
Julien Moreau voulait dire quelque chose pour la réconforter ou exprimer son indignation envers un homme capable d'abandonner sa femme pendant la pire période de sa vie. Mais avant qu'il ne trouve les mots, la voix d'Élodie résonna dans la maison. « Mademoiselle Claire, papa, je suis rentrée. » Le visage de Claire s'adoucit immédiatement, la douleur des vieux souvenirs s'estompant au son de la joie d'Élodie. « Dans le bureau, ma chérie. » Élodie fit irruption dans la pièce comme une petite tornade. Ses joues étaient roses à cause du froid et ses yeux brillaient d'excitation. « Mademoiselle Claire, devinez quoi? Madame Patterson a dit que notre classe allait se produire au concert de Noël et que les parents pouvaient venir regarder. »« C'est génial, Élodie, » dit Claire, en tendant machinalement la main pour aider la petite fille à retirer son manteau d'hiver. « Qu'est-ce que tu vas faire? On va chanter Silent Night et jouer une pièce sur l'étoile de Noël. » L'enthousiasme d'Élodie était contagieux. « Madame Patterson dit que je peux être l'un des rois mages parce que j'ai une très belle voix. Tu peux venir nous voir, mademoiselle Claire, s'il te plaît ?» Julien Moreau vit quelque chose passer sur le visage de Claire. De la surprise, du plaisir et quelque chose de plus profond. « Tu veux que je vienne? Bien sûr. Tu es comme ma grand-mère du centre Val-de-Loire. » Élodie jeta ses bras autour de la taille de Claire. Ce geste était si naturel et affectueux que Julien Moreau sentit sa gorge se serrer. Les bras de Claire se levèrent au-dessus de sa tête pour serrer Élodie dans ses bras, mais Julien Moreau pouvait voir ses mains trembler légèrement. « Je serais honoré de venir à ton concert de Noël, Élodie. » Pendant qu'Élodie racontait sa journée, Julien Moreau se surprit à observer le visage de Claire, la voyant sous un nouveau jour. Elle n'était pas seulement la riche veuve qui les avait recueillis par bon cœur. C'était une femme qui avait perdu tout ce qui comptait pour elle et qui avait passé 23 ans à apprendre à vivre avec cette perte. Mais maintenant, en la regardant écouter Élodie, lui raconter avec enthousiasme ses projets pour le concert de Noël, Julien Moreau comprit que quelque chose de profond était en train de se passer. Claire ne les aidait pas seulement à se remettre de leur perte. Il l'aidait à se rappeler ce que c'était que d'espérer à nouveau. Ce soir-là, alors qu'ils décoraient tous les trois le sapin de Noël que Claire avait tenu d'acheter, « Tous les enfants ont besoin d'un vrai sapin de Noël », avait-elle dit. Julien Moreau aperçut Claire qui les regardait, lui et Élodie, avec une expression si tendre et si nostalgique qu'il en eut le souffle coupé. Plus tard, après qu'Élodie se soit endormie dans son lit, entourée des livres de Noël que Claire lui avait offerts, Julien Moreau trouva Claire assise près de la fenêtre de son salon, regardant fixement le jardin recouvert de neige. « Merci », dit-il simplement en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. « Pourquoi ? Pour avoir donné à Élodie ce que je ne pouvais pas lui donner. Un sentiment d'appartenance, d'être vraiment désiré. » Claire se détourna de la fenêtre, ses yeux verts reflétant la lumière du feu. « Julien Moreau, tu as donné à cet enfant quelque chose de bien plus précieux que tout ce que je pourrais lui offrir. Tu lui as donné un amour inconditionnel et la sécurité absolue que cet amour procure. Tout le reste n'est que bonus. » Mais Julien Moreau pouvait lire sur le visage de Claire qu'elle commençait à comprendre qu'elle était en train de devenir bien plus qu'un simple bonus dans leur vie. Elle devenait indispensable. La semaine avant Noël, un visiteur inattendu se présenta au domaine de Claire. Julien Moreau était en train de couper les branches endommagées par le gel des chênes lorsqu'une Mercedes noire s'engagea dans l'allée circulaire. Il regarda un homme grand, aux cheveux argentés, vêtu d'un manteau coûteux, en sortir et marcher avec l'assurance que confèrent l'argent et les privilèges. Richard Duval III ressemblait exactement au genre d'homme Duval III, ressemblait exactement au genre d'homme qui abandonnerait sa femme pendant la dernière maladie de leur enfant. Julien Moreau posa son sécateur et se dirigea vers la maison. Arrivant juste au moment où Claire ouvrait la porte d'entrée, il pouvait voir la tension dans ses épaules à 6 mètres de distance. « Bonjour Claire, » dit Richard, sa voix empreinte du charme acquis par un avocat prospère. « Tu as l'air en forme, la vie à la campagne te va bien. » « Richard ?» La voix de Claire était soigneusement neutre. « C'est inattendu. Je peux entrer ? Il fait plutôt froid dehors, et j'ai des choses à discuter. » Claire hésita, et Julien Moreau vit qu'elle pesait le pour et le contre. « Bien sûr, je devrais mentionner que j'ai des invités qui séjournent sur la propriété. Si c'est à propos de quelque chose de privé, c'est justement ce dont je voulais discuter. Si c'est à propos de quelque chose de privé, en fait, c'est exactement ce dont je voulais parler. » Le regard de Richard se porta sur Julien Moreau, observant sa blouse de travail et son apparence de col bleu avec une sorte de mépris qui fit serrer les mâchoires de Julien Moreau. Ils entrèrent dans le salon de Claire, où un feu crépitait joyeusement dans la cheminée en pierre. Richard refusa l'offre de café de Claire et s'installa dans le fauteuil en cuir face au canapé où Claire était assise sur le bord d'un coussin. « Je vais aller droit au but », commença Richard, d'un ton qui suggérait qu'il rendait service à Claire. « J'ai entendu des rapports inquiétants concernant ta situation ici. Un homme étrange et un enfant ont élu domicile sur ta propriété. Claire, tu comprends sûrement comment ça peut paraître. » Julien Moreau, debout dans l'embrasure de la porte,
sentit la colère monter en lui, mais Claire répondit d'une voix calme. « Je vois un père et sa fille qui avaient besoin d'aide, et une propriété qui avait besoin d'entretien. Julien Moreau m'a été d'une aide précieuse pour entretenir le terrain, j'en suis sûr. » Le ton de Richard était empreint de condescendance. « Mais Claire, tu es une femme riche qui vit seule. Accueillir des étrangers, surtout ceux qui ont manifestement des difficultés financières, fait de toi une cible. Que sais-tu vraiment du passé de cet homme, de ses motivations ?»« J'en sais assez, » répondit Claire avec fermeté. Mais Julien Moreau pouvait percevoir une légère incertitude dans sa voix. Richard se pencha en avant, son expression se transformant en ce que Julien Moreau reconnut comme un regard sincère et inquiet, qu'il savait manier avec aisance. « Écoute, je sais que nous ne nous sommes pas quittés en très bons termes, mais je me soucie toujours de ton bien-être. Mon cabinet dispose d'enquêteurs auxquels nous faisons appel pour vérifier les antécédents de nos clients. Laisse-moi les charger de se renseigner, Julien Moreau, juste pour te rassurer. » « Ce n'est pas nécessaire, » commença Claire. Mais Richard sortait déjà son téléphone. « J'ai pris la liberté de leur demander de faire une recherche préliminaire quand j'ai entendu parler de ta situation. » Les doigts de Richard volaient sur l'écran de son téléphone. « Ah, voilà. Julien Moreau, 28 ans, Reims, Centre-Val de Loire, récemment au chômage, expulsé de son appartement pour non-paiement de loyer. D'importantes dettes médicales liées au traitement de sa femme décédée. » Chaque fait frappa Julien Moreau comme un coup physique. Non pas parce qu'ils n'étaient pas vrais, mais à cause de la façon dont Richard les présentait comme la preuve de défaut de caractère, plutôt que comme les circonstances cruelles de la vie. « Ça suffit, Richard, » dit Claire d'un ton sec en se levant du canapé. Mais Richard n'avait pas fini. « Il y a plus, Claire. Il a été arrêté. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien Moreau sentit le sang se retirer de son visage lorsque Claire se tourna vers lui, le regard impossible à déchiffrer. « Arrêté pourquoi ?» demanda Claire à voix basse. Richard consulta son téléphone avec une précision théâtrale, interrompant et perturbant le récit. Apparemment, après les funérailles de sa femme, il avait été retrouvé ivre dans le parking de l'hôpital, essayant de s'introduire dans le bureau de facturation. Les charges avaient finalement été abandonnées. Mais Julien Moreau ferma les yeux. Le souvenir de cette nuit lui revenait en mémoire. La rage et le chagrin qu'il avait consumé après les funérailles de Sophie. Les factures astronomiques qui continuaient d'arriver même après son départ. La façon dont l'alcool semblait être la seule chose capable d'atténuer la douleur. « J'étais ivre, » dit Julien Moreau doucement, sa voix portant jusqu'à Claire et Richard. « Ma femme était morte ce matin-là, et j'ai reçu une facture de 30 000 $ dans le courrier cet après-midi-là. Je suis allé à l'hôpital pour exiger qu'il m'explique comment il pouvait envoyer ça à un homme qui venait d'enterrer sa femme. Quand ils ont refusé de me laisser entrer après la fermeture, j'ai perdu le contrôle. »« Julien Moreau, » dit Claire doucement, mais il secoua la tête. « Claire, il a raison de s'inquiéter. Vous ne me connaissez pas vraiment. Tu ne sais pas de quoi je suis capable quand je suis désespéré. » Richard semblait satisfait d'avoir atteint son but. « Claire, je ne dis pas que cet homme est nécessairement dangereux, mais tu dois admettre que cela soulève des questions sur sa stabilité, son jugement. Est-ce vraiment le genre de personne que tu veux voir chez toi, près de tes objets de valeur ?» Julien Moreau se retourna pour partir, incapable de supporter de voir le doute envahir le regard de Claire. Mais sa voix l'arrêta à la porte. « Richard, sors d'ici. Claire, sois raisonnable. Sors de ma maison immédiatement. » La voix de Claire avait une tonalité que Julien Moreau n'avait jamais entendue auparavant. « Et ne reviens pas sans y être invité, ce qui n'arrivera pas. Tu fais une erreur, Claire, quand cet homme montrera son vrai visage. La seule erreur que j'ai faite, c'est de t'avoir épousée il y a 28 ans, dit Claire, perdant enfin son sang-froid. Julien Moreau ne m'a montré que du respect, de la gentillesse et une éthique de travail que tu ne pourras jamais comprendre. Il a toujours été honnête au sujet de sa situation et de ses difficultés. Peux-tu en dire autant de ta liaison avec ta secrétaire ?» Le visage de Richard devint rouge écarlate. C'était différent. Oui, ça l'était. Le pire moment de Julien Moreau était né du chagrin et de l'amour qu'il portait à sa femme mourante. Le tien était né de ton égoïsme et de ta lâcheté. Claire se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « Au revoir, Richard. » Après le départ de Richard, ses pneus ont crissé avec rage sur l'allée enneigée. Claire a trouvé Julien Moreau debout dans le jardin, regardant les parterres de fleurs recouverts de neige où Élodie avait trouvé sa feuille en forme de cœur. « Je devrais faire nos valises, » a dit Julien Moreau sans se retourner. Richard a raison sur un point. Tu ne sais pas vraiment quel genre d'homme je suis. Claire s'approcha de lui, son souffle visible dans l'air froid. Je sais exactement quel genre d'homme tu es, Julien Moreau. Tu es le genre d'homme qui travaille jusqu'à ce que ses mains saignent pour subvenir aux besoins de sa fille. Qui lit des histoires tous les soirs, même quand il est épuisé. Qui dit s'il te plaît et merci et apprend à son enfant à faire de même. Tu ne comprends pas. Je comprends que le chagrin nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Claire l'interrompit.
Je comprends que perdre quelqu'un qu'on aime peut nous mener là où on n'aurait jamais imaginé aller. Et je comprends que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son pire moment. C'est ce qu'il fait chaque jour après. » Julien Moreau se tourna enfin vers elle, voyant quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. « Ne pars pas, Julien Moreau, » dit Claire doucement. « S'il te plaît, Élodie a besoin de stabilité et j'ai besoin de vous deux ici. » Pour la première fois depuis la mort de Sophie, Julien Moreau se permit de croire que peut-être, juste peut-être, il méritait une seconde chance au bonheur. Le matin de Noël se leva, frais et clair avec de la neige fraîche saupoudrant le sol comme du sucre en poudre. Élodie se réveilla avant le lever du soleil, son excitation si palpable que Julien Moreau pouvait l'entendre essayer de chuchoter des chants de Noël dans sa chambre de l'autre côté du couloir. « Papa, papa, c'est Noël, on peut aller voir si le Père Noël nous a trouvés ici ?» Julien Moreau sourit en enfilant son peignoir. Ils avaient instauré une nouvelle tradition. Le petit déjeuner de Noël avec Claire avant d'ouvrir les cadeaux. Une suggestion qui avait fait applaudir Élodie de joie et rempli Julien Moreau d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le café du matin. Claire ouvrit la porte déjà habillée, ses cheveux argentés coiffés et ses yeux verts brillants d'une excitation qui égalait celle d'Élodie. Elle portait un pull rouge qui faisait ressortir les roses de ses joues et la rajeunissait. Plus heureuse que Julien Moreau ne l'avait jamais vue. « Joyeux Noël », dit-elle en s'écartant pour les laisser entrer dans la maison principale. « J'espère que vous avez faim tous les deux. Je me suis peut-être un peu laissé emporter par le petit déjeuner. » La table de la salle à manger croulait sous le poids des brioches à la cannelle, des fruits frais, des œufs brouillés, du bacon et de ce qui semblait être du chocolat chaud maison avec de la crème fouettée et des guimauves. Élodie écarquilla les yeux d'émerveillement. « Mademoiselle Claire, vous avez préparé tout ça vous-même ? Je voulais que notre premier Noël ensemble soit spécial, » répondit Claire, et Julien Moreau comprit la signification du mot « heure ». D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de préparer un vrai petit déjeuner de Noël depuis 23 ans. Pendant qu'il mangeait, Élodie parlait de ses souhaits pour Noël, son enthousiasme contagieux. Elle avait demandé au Père Noël des fournitures artistiques, de nouveaux livres et que papa ne soit plus triste. Cette dernière requête fit réfléchir les deux adultes. La perspicacité innocente d'Élodie allait droit au but. « Ma chérie, » dit Julien Moreau gentiment, « papa n'est pas triste quand il est avec toi et mademoiselle Claire. »« Je sais, » dit Élodie d'un ton neutre en prenant une grosse bouchée de roulé à la cannelle. « C'est pour ça que j'ai demandé au Père Noël de t'aider à te souvenir comment sourire tout le temps. Pas seulement de temps en temps. » Après le petit déjeuner, ils se rendirent dans le salon de Claire, où trônait un sapin digne d'un magazine, entouré d'une quantité de cadeaux que Julien Moreau n'avait jamais vus à un seul endroit. Élodie eut le souffle coupé et porta ses mains à sa bouche. « Mademoiselle Claire, il y a tellement de cadeaux. »« Eh bien, le Père Noël devait bien savoir où tu avais déménagé. » Claire dit-elle avec un visage impassible. « Je lui ai peut-être laissé un mot avec la nouvelle adresse. » Élodie se précipita vers les cadeaux avec l'enthousiasme d'une enfant de 6 ans qui avait reçu tout ce dont elle avait rêvé, et même plus. Du matériel de dessin, des livres, une maison de poupées, qui était une réplique miniature exacte de la propriété de Claire, avec de minuscules outils de jardinage et une balançoire. Mais c'est la réaction de Julien Moreau à ces cadeaux qui fit fondre le cœur de Claire. Elle avait soigneusement choisi de nouveaux gants de travail pour remplacer les siens, une ceinture à outils en cuir à la fois pratique et belle, ainsi qu'une photo encadrée qu'elle avait fait agrandir à partir d'une photo prise par Élodie de Julien Moreau dans le jardin. Son visage était détendu et sincèrement heureux. « Claire, tu n'aurais pas dû. » La voix de Julien Moreau était émue. « Tout le monde mérite de se souvenir de ces bons moments, » dit Claire doucement. Le dernier cadeau d'Élodie était une petite boîte emballée qu'elle ouvrit pour révéler un délicat médaillon en or, très similaire à celui que Claire portait. À l'intérieur se trouvait une petite photo de Sophie que Julien Moreau avait donnée à Claire quelques semaines auparavant. « Comme ça, tu pourras toujours avoir maman avec toi, » expliqua Claire tandis que les yeux d'Élodie se remplissaient de larmes de joie. « Tout comme j'ai Emma. » Élodie se jeta dans les bras de Claire, dans un geste si naturel et plein d'amour que Julien Moreau dut se détourner pour cacher ses propres larmes. Lorsqu'il eut repris ses esprits et se retourna, il trouva Claire qui le regardait avec une expression qui fit battre son cœur à toute vitesse. Plus tard, alors qu'Élodie jouait avec sa nouvelle maison de poupée devant la cheminée, Claire et Julien Moreau se retrouvèrent seuls dans la cuisine pour nettoyer la vaisselle du petit déjeuner. « Merci, » dit Julien Moreau pour la 100e fois de la journée. « Pour tout ça, pour faire en sorte qu'Élodie se sente si aimée. »« Elle est aimée, » répondit simplement Claire en essuyant une assiette avec soin. « Plus que je n'aurais jamais cru en être capable. » Ils travaillèrent dans un silence confortable, leurs mouvements synchronisés d'une manière qui témoignait d'une familiarité et d'une aisance grandissante. Lorsque Julien Moreau passa derrière Claire pour ranger un plat, leurs corps se frôlèrent brièvement et aucun d'eux ne s'écarta immédiatement. « Claire,
dit Julien Moreau d'une voix rauque d'émotion. J'ai besoin que tu saches ce que je ressens pour toi. Quand Julien Moreau passa derrière Claire pour ranger un plat, leurs corps se frôlèrent brièvement et aucun des deux ne s'écarta immédiatement. Claire, dit Julien Moreau doucement, la voix rauque d'émotion. Je veux que tu saches ce qui s'est passé entre nous. Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas seulement de la gratitude. Claire posa le torchon, les mains légèrement tremblantes. Julien Moreau, je t'aime, dit-il simplement, les mots restant suspendus dans l'air entre eux comme une prière. J'aime ta gentillesse, ta force, la façon dont tu t'illumines quand Élodie rit. J'aime que tu nous aies redonné le sentiment d'avoir un endroit où nous appartenons. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Mais avant qu'elle ait pu répondre, la voix d'Élodie les appela depuis le salon. « Mademoiselle Claire, papa, venez voir. J'ai préparé le dîner de Noël pour la famille de la maison de poupées. » Ils trouvèrent Élodie en train d'arranger de minuscules figurines autour d'une table miniature. Un homme, une femme et une petite fille, tous réunis dans une parfaite harmonie familiale. « Regarde, dit Élodie avec fierté, c'est une famille comme nous. » Julien Moreau et Claire échangèrent un regard par-dessus la tête d'Élodie, comprenant tous deux qu'une fille de 6 ans venait d'exprimer ce qu'ils tournaient autour depuis des semaines. Ils formaient une famille, pas par le sang ou par la loi, mais par choix, par amour et par les milliers de petits moments qui avaient tissé leurs vies ensemble. À la tombée de la nuit, Élodie finit par succomber à la fatigue après une journée bien remplie, et Claire l'aborda dans son lit avec l'aisance d'une personne qui avait déjà été mère et qui se rappelait comment l'être à nouveau. « Mademoiselle Claire », murmura Élodie tandis que Claire l'embrassait sur le front. « Tu seras toujours là dans 6 ans ? Je serai là aussi longtemps que tu le voudras, promit Claire. « Pour toujours ?» demanda Élodie, avec l'espoir naïf de l'enfance. Claire jeta un coup d'œil à Julien Moreau, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, et les regardait avec un amour évident sur son visage. « Pour toujours », murmura Claire, et elle le pensait de tout son cœur. Cette nuit-là, alors que la neige recommençait à tomber derrière leurs fenêtres, 3 cœurs brisés par la perte commencèrent à guérir grâce au simple miracle de l'amour qui avait trouvé un moyen de s'exprimer. L'appel téléphonique dévastateur est arrivé un mardi matin de janvier, brisant la routine paisible qui était devenue leur nouvelle normalité. Julien Moreau était en train de réparer une partie du mur de pierre de Claire lorsqu'il a entendu son téléphone vibrer dans son sac à outils. Le numéro lui était inconnu, mais quelque chose l'a poussé à répondre. « Est-ce que c'est Julien Moreau ?» La voix était professionnelle, froide. « Oui. Qui est à l'appareil ? Ici Sandra Williams, des services de protection de l'enfance de Centre Val-de-Loire. Nous devons organiser une visite immédiate concernant votre fille, Élodie Moreau. » Julien Moreau sentit son sang se glacer. « Quoi ? Pourquoi ? Nous avons reçu un signalement faisant état de préoccupation concernant la situation d'Élodie. Quelqu'un a affirmé que vous viviez dans des conditions inappropriées et que l'enfant pourrait être en danger. Le monde semblait basculer sur son axe. C'est ridicule. Élodie est en parfaite sécurité. Monsieur Moreau, je dois vous faire comprendre qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Nous effectuerons une visite à votre domicile ce vendredi à 10 h. Veuillez vous assurer que vous et Élodie serez disponibles et que votre logement sera prêt pour l'inspection. » Après que l'assistante sociale ait raccroché, Julien Moreau est resté assis, abasourdi, l'esprit en ébullition. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait avoir passé cet appel. Une seule personne ayant la motivation et les ressources nécessaires pour utiliser le système contre eux, Richard Duval. Julien Moreau a trouvé Claire dans sa serre, en train de s'occuper des orchidées qu'elle avait choyées pendant les mois d'hiver. Un seul regard sur son visage et elle a immédiatement posé son arrosoir. Qu'est-ce qui se passe ? Les services sociaux viennent vendredi. Quelqu'un s'est inquiété pour Élodie. Julien Moreau avait la voix vide, sous le choc et la peur. Claire est devenue pâle. Richard, c'est forcément lui. Claire, et s'il l'emmenait ? Et s'il décidait que notre situation n'était pas adaptée ou que je n'étais pas apte ? Le calme soigneusement construit par Julien Moreau s'est effondré. Je ne peux pas la perdre. Elle est tout ce qui me reste de Sophie. Claire attrapa ses mains et les serra fermement. Ils ne l'emmèneront pas. Élodie est en bonne santé, heureuse, elle s'épanouit à l'école. Tout le monde peut voir qu'elle est bien traitée et aimée. Mais et si Richard leur avait donné une fausse image de notre vie ? Et s'il leur avait dit que je suis une sorte de vagabond qui profite de toi ? Et s'il pensait que Julien Moreau n'avait pas pu finir sa phrase ? Qu'il n'avait pas pu exprimer sa plus grande crainte, celle que son amour pour Claire soit déformé en quelque chose de mal. Ce soir-là, après qu'Élodie se fut couchée, les 3 adultes qui l'aimaient le plus s'assirent autour de la table de la cuisine de Claire pour essayer de se préparer à une bataille qu'aucun d'entre eux n'avait vu venir. « On doit présenter un front uni », dit Claire, d'une voix ferme, malgré la peur dans ses yeux. Élodie vit dans un logement convenable avec son père qui a un emploi stable et un revenu régulier. Le fait que son employeur lui fournisse un logement n'est pas inhabituel dans le secteur de la gestion immobilière.
Julien Moreau acquiesça, mais ses mains tremblaient lorsqu'il tendit la main vers son café. Et si ça ne suffisait pas? Et si Richard les convainquait que ce qu'il y a entre nous met Élodie en danger? Claire resta silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Lorsqu'elle releva les yeux, son regard était si déterminé que Julien Moreau sentit son cœur se serrer de peur. « J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Quelque chose qui explique pourquoi Richard est vraiment venu ici, pourquoi il fait ça maintenant. » Julien Moreau attendit, même si une partie de lui ne voulait pas entendre ce que Claire s'apprêtait à révéler. « Richard n'est pas seulement mon ex-mari, c'est le père d'Emma. » La voix de Claire était à peine plus qu'un murmure. Et il essaie de prendre le contrôle de cette propriété depuis des années. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. « Je ne comprends pas », finit par dire Julien Moreau. Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où Élodie jouait tous les jours. « Quand Emma est morte, j'ai hérité d'un fonds fiduciaire de ma grand-mère, 5 millions de dollars qui étaient spécifiquement destinés aux soins et à l'éducation d'Emma. Quand elle est morte, l'argent est resté en fiducie avec des conditions très précises sur la façon dont il pouvait être utilisé. » Julien Moreau sentit les pièces d'un puzzle s'assembler, mais aucune d'entre elles ne formait l'image qu'il voulait voir. Le fidéicommis précise que l'argent ne peut être utilisé que pour les soins et l'éducation des enfants vivant sur cette propriété. S'il n'y a pas d'enfants ici, l'argent revient à un hôpital pour enfants en mémoire d'Emma. Claire se retourna vers Julien Moreau, les larmes coulant sur son visage. Richard n'obtient rien dans tous les cas, mais il tente depuis des années de contester la fiducie en affirmant que les conditions sont trop restrictives. Mais avec Élodie ici, commença Julien Moreau, submergé par l'émotion. Avec Élodie ici, je respecte l'intention initiale de la fiducie. L'argent pourra servir à son éducation, à ses soins, à son avenir. Cela valide l'objectif de la fiducie et renforce sa validité juridique. Claire essuya ses yeux avec ses mains tremblantes. Richard a dû se rendre compte que s'il peut prouver qu'Élodie est négligée ou que ses conditions de vie sont inappropriées, il peut prétendre que je manipule les conditions de la fiducie. Julien Moreau se sentit mal. Donc, il ne s'agit pas du tout du bien-être d'Élodie. Il s'agit d'argent. 5 millions de dollars, confirma Claire, et un homme suffisamment désespéré pour utiliser une enfant comme un pion pour les obtenir. Le lendemain matin, Julien Moreau se réveilla et trouva Claire déjà habillée et en train de passer des coups de fil dans son bureau. Elle avait contacté son avocat, obtenu des références de l'enseignante et du pédiatre d'Élodie, et documenté de manière minutieuse tous les aspects de la prise en charge et de l'éducation d'Élodie depuis leur arrivée. Mais Julien Moreau pouvait voir la peur dans ses yeux, la même terreur qui le rongeait de l'intérieur. Et si l'amour ne suffisait pas? Et si la manipulation de Richard fonctionnait? Et si le système qui était censé protéger les enfants comme Élodie finissait par détruire la seule famille qui lui restait? À l'approche du vendredi matin, Julien Moreau se surprit à prier un Dieu auquel il n'avait presque pas adressé la parole depuis la mort de Sophie, suppliant pour avoir la chance de garder sa fille en sécurité dans le seul foyer où elle avait jamais connu l'amour. Dehors, le vent de janvier soufflait dans les arbres nus, et Julien Moreau ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que tout ce qu'ils avaient construit ensemble était sur le point d'être mis à l'épreuve d'une manière à laquelle aucun d'entre eux n'était préparé. La guerre pour l'avenir d'Élodie était sur le point de commencer, et Julien Moreau ne s'était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Le vendredi matin s'annonçait gris et froid, avec un vent glacial qui transperçait même les manteaux les plus chauds. Julien Moreau n'avait presque pas dormi, passant la nuit à vérifier qu'Élodie allait bien et à faire les 100 pas dans le petit salon de leur appartement au-dessus du garage. À 9h30, une berline blanche s'est garée dans l'allée de Claire. Julien Moreau a regardé par la fenêtre une femme d'âge moyen en tailleur bleu marine sortir, une mallette à la main et l'air de quelqu'un qui a vu trop d'échecs de l'humanité. Sandra Williams des services de protection de l'enfance était exactement ce que Julien Moreau redoutait. Professionnelle, minutieuse et clairement sceptique quant à toute cette histoire. Claire les accueillit à la porte d'entrée de la maison principale, parfaitement calme, malgré la peur que Julien Moreau savait qu'elle cachait. Élodie s'accrochait à sa main, sentant la tension, même s'ils avaient essayé de lui expliquer la visite en termes qui ne l'effraieraient pas. « C'est une situation de vie assez inhabituelle », a observé Madame Williams en prenant des notes sur son bloc-notes, alors que Claire les conduisait à travers la maison principale et vers l'appartement du garage. « Monsieur Moreau est mon gestionnaire immobilier et jardinier », a expliqué Claire calmement. De nombreux postes dans l'immobilier incluent le logement dans le cadre de la rémunération. Madame Williams acquiesça, mais continua à écrire. Julien Moreau essaya de lire son expression alors qu'elle examinait leur appartement, notant la propreté, le réfrigérateur bien rempli, la chambre d'Élodie avec ses décorations joyeuses et sa bibliothèque débordante. « Élodie, tu veux bien me montrer tes objets préférés dans ta chambre ?» demanda Madame Williams,
adoucissant légèrement le ton lorsqu'elle s'adressa à la petite fille. Élodie se redressa, visiblement ravie de l'attention qu'on lui portait. « Voici mes livres que mademoiselle Claire m'a donnés, et voici ma maison de poupée. »« C'est très joli, » demanda Madame Williams, sa voix s'adoucissant légèrement lorsqu'elle s'adressa à la petite fille. Élodie se redressa, décidant apparemment que cette dame sérieuse pouvait être intéressante après tout. « Ce sont les livres que mademoiselle Claire m'a donnés. Et voici ma maison de poupée qui ressemble exactement à notre maison. Et voici le médaillon avec la photo de maman. » Julien Moreau observait Élodie qui bavardait sans se rendre compte qu'elle montrait à quel point elle se sentait en sécurité et heureuse depuis leur arrivée chez Claire. Madame Williams lui posait des questions gentilles sur l'école, ses amis, ce qu'elle aimait manger, ce qu'elle faisait quand elle avait peur ou qu'elle était triste. « Quand je fais de mauvais rêves, papa me lit une histoire », expliqua Élodie avec sérieux. « Et parfois, mademoiselle Claire me prépare un chocolat chaud et on s'assoit près du feu jusqu'à ce que je me sente mieux. » Après une heure d'inspection et d'entretien, mademoiselle Williams demanda à parler à chaque adulte séparément. Julien Moreau passa le premier, les paumes moites, tandis qu'il répondait aux questions sur son parcours professionnel, sa situation financière et ses projets pour l'avenir d'Élodie. « Monsieur Moreau, je dois vous poser quelques questions sur votre casier judiciaire. » Julien Moreau avait le cœur qui battait à tout rompre, mais il soutint son regard. « J'ai été arrêté une fois, le jour des funérailles de ma femme. J'étais ivre et j'ai essayé de confronter l'hôpital au sujet de leurs pratiques de facturation. Les accusations ont été abandonnées et je n'ai plus touché à l'alcool depuis cette nuit-là. Et ta relation avec mademoiselle Whitmore ?» La question que Julien Moreau redoutait. « Claire nous a sauvé la vie alors qu'on n'avait nulle part où aller. Elle est devenue comme une famille pour nous. Est-ce que tu as une relation amoureuse avec mademoiselle Duval ?» Julien Moreau hésita. Il savait que sa réponse pourrait déterminer le sort d'Élodie. « Je tiens beaucoup à Claire. On est en train de voir ce que ça signifie pour notre avenir. » Quand ce fut le tour de Claire, Julien Moreau attendit avec impatience dans le salon avec Élodie, qui lui montrait comment elle avait réaménagé les meubles de sa maison de poupée. À travers la porte fermée, il pouvait entendre le murmure des voix, mais ne pouvait pas distinguer les mots. Après ce qui lui a semblé être des heures, Madame Williams est sortie du bureau de Claire, le visage impassible. Elle s'est agenouillée une dernière fois à la hauteur d'Élodie. « Élodie, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? Quelque chose qui te préoccupe ou te rend triste ?» Élodie a réfléchi à la question avec le sérieux dont elle traitait toutes les questions importantes. « Parfois, maman me manque, mais papa et mademoiselle Claire prennent vraiment bien soin de moi. J'aime vivre ici parce qu'on est tous ensemble, comme une vraie famille. » Madame Williams se leva pour noter ses dernières remarques sur son bloc-notes. « Je vais envoyer mon rapport au tribunal dans les 48 heures. D'ici là, merci de ne pas changer de façon significative la routine ou les conditions de vie d'Élodie. » Après son départ, ils se sont assis dans la cuisine de Claire, épuisés et silencieux. Élodie, inconsciente de l'importance de ce qui venait de se passer, coloriait des images sur la table du petit déjeuner pendant que les adultes essayaient de comprendre ce qui allait se passer ensuite. « Je pense que ça s'est bien passé », a dit Claire doucement. Mais Julien Moreau pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Elle semblait surprise par le bonheur d'Élodie. Julien Moreau était d'accord, mais le rapport de Richard devait donner une image très différente. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour savoir de quoi il s'agissait. Madame Williams a appelé ce soir-là, d'une voix soigneusement neutre. « Monsieur Moreau, je dois vous informer des allégations spécifiques qui ont motivé cette enquête. » Julien Moreau serra le téléphone plus fort. « Quelles allégations ?» La personne qui a signalé le cas a affirmé qu'Élodie vivait dans des conditions inappropriées, que tu étais au chômage et peut-être sans domicile fixe, et que ta relation avec Madame Duval était abusive, que tu profitais potentiellement de la solitude d'une femme âgée pour obtenir un gain financier. La cruauté calculée de Richard lui coupa le souffle. De plus, Madame Williams poursuivit. Il y avait des allégations selon lesquelles la motivation de Madame Duval pour vous héberger pourrait être liée à une fiducie financière et que le bien-être de l'enfant était secondaire par rapport aux considérations financières. « Et qu'avez-vous trouvé ?» demanda Julien Moreau, même s'il n'était pas sûr de vouloir entendre la réponse. Madame Williams resta silencieuse pendant un moment. « Monsieur Moreau, en 15 ans d'expérience, j'ai vu beaucoup de situations qui semblent bonnes en apparence, mais qui cachent de sérieux problèmes. Ce n'est pas le cas ici. » Julien Moreau sentit ses genoux fléchir sous le soulagement. Élodie s'épanouit clairement. Elle est en bonne santé, heureuse, elle réussit bien à l'école et elle est manifestement en sécurité dans ses relations avec vous et mademoiselle Duval. Votre situation de vie est non seulement appropriée, mais aussi exceptionnellement stable pour un père célibataire dans votre situation. Je vais donc recommander que ce dossier soit clos sans suite. Élodie est exactement là où elle doit être. Ce soir-là, après qu'Élodie se soit endormie, Julien Moreau et Claire se sont assis sur le canapé devant la cheminée. Ils se sont enfin permis de croire que leur famille improvisée était en sécurité. Richard a échoué,
a dit Claire doucement, la tête appuyée contre l'épaule de Julien Moreau. Cette fois, a répondu Julien Moreau en serrant plus fort son bras autour d'elle. Mais les hommes comme Richard n'abandonnent pas facilement. Alors, on devra s'assurer qu'il n'ait aucun motif pour attaquer à nouveau, dit Claire en levant la tête pour le regarder. Julien Moreau, il y a quelque chose dont on doit parler. Quelque chose qui protégera Élodie pour toujours et garantira que Richard ne pourra plus jamais l'utiliser comme arme. Julien Moreau croisa son regard et vit de la détermination et quelque chose de plus profond dans ses yeux verts. « Épouse-moi », dit simplement Claire. « Pas pour la confiance, pas pour le confort, mais parce que je t'aime toi et Élodie plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un à nouveau. Épouse-moi et officialisons cette famille de toutes les manières qui comptent. » Dehors, le vent hivernal s'était calmé et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel clair du centre Val-de-Loire. 6 mois plus tard, par une magnifique matinée de juin, alors que les jardins de Claire étaient dans toute leur splendeur, l'église communautaire de Millbrook était remplie d'invités venus assister à un mariage inhabituel. Élodie Moreau, âgée de 7 ans et à qui il manquait ses 2 dents de devant, se tenait devant l'autel dans une robe jaune pâle, tenant un panier rempli de pétales de roses cueillis dans le jardin de Claire. « Claire Elizabeth Whitmore, prenez-vous Julien Moreau. David Moreau pour époux ? » ?»« Oui, je le veux, » dit Claire d'une voix claire et forte, en regardant dans les yeux de l'homme qui lui avait redonné foi en l'amour et en la famille. « Et vous, Julien Moreau, David Moreau, prenez-vous Claire Elizabeth Whitmore pour épouse ? » ?»« Oui, je le veux, » répondit Julien Moreau, effleurant la main de Claire, où l'alliance de Sophie avait été remplacée par une simple bague en or que Claire avait choisie elle-même. Le pasteur Williams, qui n'avait aucun lien avec l'assistante sociale qui avait enquêté sur eux quelques mois plus tôt, sourit à cette famille inhabituelle devant lui. En 30 ans de carrière, il avait rarement vu 3 personnes aussi clairement faites l'une pour l'autre. « Par le pouvoir que m'a donné l'État de Centre-Val-de-Loire, je vous déclare mari et femme. Julien Moreau, tu peux embrasser la mariée. » Alors que Julien Moreau et Claire s'embrassaient, Élodie applaudissait et jetait des pétales de rose en l'air avec enthousiasme. Sa joie était tellement contagieuse que toute l'assemblée se mit à rire et à applaudir. La réception eut lieu dans le jardin derrière la maison de Claire, sous une tente qui ne suffisait pas à contenir le bonheur qui débordait de tous les côtés. Élodie avait insisté pour faire un discours, qu'elle prononça avec l'assurance d'une enfant qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. « Ma nouvelle maman, Claire, fait les meilleures crêpes et elle sait tout sur les fleurs et les papillons », a annoncé Élodie à l'assemblée d'amis et de voisins qui étaient devenus leur famille de cœur. « Et elle aime papa presque autant que moi, c'est-à-dire énormément. En plus, elle a dit qu'on pourrait avoir un chiot pour mon anniversaire, » a ajouté Élodie en riant, remarquant l'expression faussement outrée de Julien Moreau. « J'ai peut-être promis ça, » a-t-elle admis doucement. Cette journée était tout ce qu'un mariage devrait être, joyeuse, pleine d'amour et entourée de personnes qui se souciaient sincèrement de leur bonheur. Mais ce sont les moments calmes qui ont le plus compté pour Julien Moreau. Claire aidant Élodie à remettre en place sa couronne de fleurs lorsqu'elle glissait. Élodie insistant pour que ses 2 parents signent ses papiers d'adoption à la même table où ils avaient signé leur certificat de mariage. La façon dont les yeux de Claire se sont remplis de larmes lorsque Élodie l'a appelée « maman » pour la première fois. À la tombée de la nuit, alors que les derniers invités partaient, ils se sont assis tous les 3 sur le banc en pierre dans la roseraie où Élodie avait trouvé sa feuille en forme de cœur près de 8 mois plus tôt. Élodie dormait entre eux, la tête posée sur les genoux de Claire, tandis que Julien Moreau les enlaçait toutes les 2. « Tu peux croire qu'on est là ?» demanda Julien Moreau doucement, en regardant la femme qui était passée d'une inconnue à une sauveuse, puis à une épouse bien-aimée en moins d'1 an. « Certains jours, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, » avoua Claire, en caressant les cheveux d'Élodie avec ses doigts délicats. Mais ensuite, Élodie rit, ou tu me souris pendant le café du matin, et je sais que c'est réel. On n'a jamais eu de nouvelles de Richard après la clôture de l'affaire CPS, fit remarquer Julien Moreau. Claire sourit avec satisfaction. Mon avocat l'a informé que toute nouvelle forme de harcèlement envers notre famille entraînerait une ordonnance restrictive et d'éventuelles poursuites pénales. Richard a peut-être beaucoup de défauts, mais il n'est pas assez stupide pour risquer son droit d'exercer. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les lucioles commencer à danser parmi fleurs soigneusement entretenues par Claire. Le fonds fiduciaire qui avait été la source de tant de conflits servait désormais son objectif initial, financer les études et l'avenir d'Élodie, tout en offrant le genre d'enfance qu'Emma aurait souhaité à toute petite fille ayant la chance de grandir dans ce jardin. « J'ai quelque chose pour toi », dit soudain Claire en fouillant dans son sac à main pour en sortir un petit paquet emballé. « Claire, on a déjà échangé nos cadeaux, celui-ci est différent, ouvre-le. » Julien Moreau défit l'emballage et découvrit un petit cadre en argent contenant une photo qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Claire et Emma à l'hôpital pendant les dernières semaines, toutes deux souriantes malgré tout ce qu'elles traversaient. « Je voulais que tu comprennes quelque chose », dit Claire doucement. « La maladie d'Emma m'a appris que l'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il se multiplie. Aimer Élodie ne signifie pas que j'aime moins Emma. T'aimer ne déshonore pas sa mémoire. Au contraire, je pense qu'Emma serait heureuse que son héritage ait contribué à nous rapprocher. » Julien Moreau a regardé la photo, voyant dans les yeux de la jeune Emma la même intelligence vive et la même joie que celle d'Élodie. Je pense que Sophie aurait ressenti la même chose. Elle disait toujours que l'amour était la seule chose qui grandissait quand on le donnait. Élodie a remué dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos de papillons et de gâteaux de mariage. Claire et Julien Moreau regardèrent leur fille, car c'est ce qu'elle était désormais, à tous les égards, et s'émerveillèrent de la résilience des enfants et du pouvoir apaisant d'une famille retrouvée. Un an plus tôt, Julien Moreau se tenait devant la porte de Claire, désespéré et brisé, ne demandant qu'un travail en échange de nourriture. Ce soir, il était assis dans un jardin qui était devenu son foyer, entouré d'un amour qu'il n'avait jamais osé espérer retrouver. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par de simples mots. « Puis-je t'aider ?» Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, la réponse change tout. Alors que les étoiles du centre Val-de-Loire apparaissaient une à une dans le ciel qui s'assombrissait, 3 cœurs qui avaient connu la perte apprenaient que les meilleures familles sont souvent celles que l'on choisit, celles que l'on construit à partir de rires partagés et de gentillesse quotidienne, et de la décision radicale d'aimer farouchement malgré le risque de perdre. Dans le jardin de Claire, où Élodie grandirait en croyant à la magie et aux possibilités, où Julien Moreau apprendrait à sa fille que les hommes bien travaillent dur et aiment profondément, où Claire se rappellerait chaque jour que les mères ne sont pas seulement faites par la naissance, mais par le choix de chérir l'enfant d'une autre comme le sien. Leur histoire d'amour s'est poursuivie, non pas avec une fin, mais avec un début qui promettait à Michael Oro un avenir encore meilleur qu'aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, écrivez simplement « famille » dans les commentaires. Parce que parfois, on a envie d'entendre ce que signifie pour vous la famille. Et n'oubliez pas, vous trouverez toujours une histoire pour vous réconforter sur cette chaîne. Aimez la vidéo et partagez cette histoire avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle histoire.